Le bateau accosta au port de Saint-Pierre par un matin de mars 1846. Lady Eleanor Prescott descendit la passerelle avec cette élégance glaciale que lui avait enseigné 15 années de mariage avec un homme qu'elle avait appris à détester. À 34 ans, elle était veuve depuis 6 mois et la seule chose qu'elle pleurait était le temps perdu. Lord Prescott était mort comme il avait vécu, en pensant uniquement à lui, une crise cardiaque au milieu d'un souper, entouré de ses amis, qui riaient de ses blagues vulgaires pendant qu'elle souriait poliment au bout de la table. Il s'était effondré dans son assiette et Eleanor avait regardé la scène avec un détachement qui l'avait elle-même surprise. Pas de larmes, pas de cris, juste un soulagement immense qu'elle avait dû cacher derrière un voile noir pendant des mois. Ce qu'il lui avait laissé, c'était de l'argent, beaucoup d'argent, et une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Alors elle avait fui Londres, fui l'Angleterre, fui tout ce qui lui rappelait ces années où elle s'était sentie morte à l'intérieur. Saint-Pierre lui promettait quelque chose de différent, une vie nouvelle. La ville grouillait d'activité. Le marché aux esclaves se tenait près du port, et Eleanor y passa presque par hasard. Elle n'avait jamais acheté d'esclaves de sa vie. En Angleterre, on en parlait avec gêne, comme d'une nécessité regrettable des colonies. Ici, c'était aussi banal que d'acheter du bétail. Les hommes et les femmes étaient alignés sur une estrade. Certains baissaient les yeux, d'autres fixaient l'horizon avec une dignité qui serrait la gorge. Eleanor allait partir quand elle remarqua un homme au 3e rang. Il ne ressemblait pas aux autres. Il se tenait droit, très droit, et ses yeux ne fuyaient pas. Ils observaient la foule avec une intensité troublante, comme s'il analysait chaque visage, chaque geste. Le commissaire-priseur le présenta comme Adéola, 28 ans, excellent domestique, sachant lire et écrire. Cette dernière précision fit ricaner plusieurs acheteurs. Un esclave instruit, c'était suspect. Dangereux même. Les enchères commencèrent mollement. Eleanor ne savait pas ce qui la poussa à lever la main. Peut-être cette façon qu'il avait de regarder le monde sans baisser les yeux. Peut-être qu'elle reconnaissait quelque chose en lui, une solitude pareille à la sienne. Elle l'acheta pour un prix dérisoire. Les autres planteurs l'évitèrent du regard. Une femme seule qui achetait un esclave mâle, instruit de surcroît, c'était déjà matière à commérage. Eleanor s'en fichait. Elle avait passé 15 ans à se soucier de ce que pensaient les autres. C'était terminé. Les premiers jours furent étranges. Adéola s'occupait de la maison qu'elle avait louée sur les hauteurs de Saint-Pierre, une bâtisse coloniale avec vue sur la mer. Il travaillait en silence, efficacement, sans jamais croiser son regard. Elle le surprenait parfois en train de lire un livre qu'elle avait laissé traîner. Il le reposait aussitôt, mais pas assez vite. Un soir, elle lui demanda ce qu'il lisait. Il hésita longuement avant de répondre. « Montaigne, madame. » Sa voix était grave, posée. Eleanor sentit quelque chose se déplacer en elle. Lord Prescott n'avait jamais ouvert un livre de sa vie. Il trouvait la lecture ennuyeuse et les intellectuels ridicules. Et voilà qu'un esclave lui parlait de Montaigne dans sa propre maison. Elle ne dit rien ce soir-là, mais quelque chose avait changé. La haute société de Saint-Pierre accueillit Lady Prescott avec l'enthousiasme calculé qu'on réserve aux veuves fortunées. Les hommes tournaient autour d'elle comme des requins sentant le sang. Elle était jeune, riche, sans protection masculine. Une proie idéale. Le premier fut Lord Harrington, un planteur bedonnant qui parlait de ses récoltes de canne à sucre avec la passion que d'autres réservent à l'art. Il l'invita à dîner 3 fois. La 3e fois, il tenta de l'embrasser dans le jardin et elle sentit son haleine chargée de rhum et de tabac. Elle se dégagea poliment. Il insista, la main lourde sur sa taille. Elle dut hausser le ton. Il partit furieux, en marmonnant que les veuves étaient toutes pareilles, allumeuses et froides. Eleanor rentra chez elle et trouva Adéola dans la bibliothèque, rangeant des livres. Il ne demanda rien. Il ne posa jamais de questions. Mais elle avait besoin de parler, besoin que quelqu'un entende ce qu'elle ne pouvait dire à personne d'autre. « Ils sont tous les mêmes », dit-elle en s'asseyant lourdement dans le fauteuil. « Ils ne voient en moi qu'une fortune à saisir ou un corps à conquérir, jamais une personne. » Adéola continua de ranger les livres. Il ne répondit pas. Mais il écoutait. Elle le savait à la façon dont ses gestes ralentissaient légèrement, à cette attention silencieuse qu'il lui accordait. Les mois passèrent. Les prétendants se succédèrent. Sir Pemberton, qui collectionnait les maîtresses comme d'autres les timbres.
le capitaine Thornfield, qui buvait jusqu'à l'inconscience chaque soir, Lord Ravenswood, qui parlait de ses exploits au lit avec ses amis avant même de l'avoir touché. Elle essaya, elle se força à sourire, à danser, à feindre l'intérêt. Quelquefois, elle les laissa aller plus loin. Dans l'intimité, c'était toujours la même histoire. Des mains maladroites, des grognements égoïstes, une satisfaction expédiée en quelques minutes avant qu'il ne s'endorme en ronflant. Pas une fois aucun d'eux ne lui demanda ce qu'elle ressentait. Pas une fois ils ne remarquèrent qu'elle restait les yeux ouverts dans le noir, se demandant si c'était vraiment tout ce qu'il y avait à espérer. Les conversations nocturnes avec Adéola devinrent une habitude. Elle rentrait de ses soirées mondaines où elle avait joué la comédie pendant des heures, et elle le trouvait souvent dans la bibliothèque. Au début, elle parlait et il écoutait. Elle racontait ses déceptions, sa solitude, ce sentiment grandissant que sa vie était une farce interminable. Il ne disait presque rien, parfois un mot, une phrase brève qui montrait qu'il avait compris. Sa présence était apaisante. Il ne la jugeait pas. Il ne cherchait rien d'elle. Il était juste là, cette constance silencieuse dans un monde de faux semblants. Une nuit, après un dîner particulièrement pénible avec un magistrat qui lui avait expliqué pendant 2 heures pourquoi les femmes ne devaient pas avoir d'opinion politique, elle lui demanda pourquoi il ne parlait jamais de lui. Adéola leva les yeux du livre qu'il feuilletait. Un long silence s'installa. « Ma vie ne m'appartient pas, madame. Mes pensées, si. » Cette réponse la hanta pendant des jours. Elle réalisa qu'elle ne savait rien de lui. D'où il venait, ce qu'il avait perdu, ce qu'il pensait vraiment. Il était dans sa maison depuis 3 ans, et elle le connaissait moins que ces hommes qui prétendaient l'aimer après 3 soupers. Elle voulut poser des questions, mais quelque chose l'en empêchait. Une pudeur. Un respect pour ce jardin secret qu'il gardait précieusement. Alors elle continua de parler, et lui continua d'écouter, et entre eux se tissait quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Les années glissèrent, 1847, 1848, 1849. Éléanore approchait de ses 40 ans, et le constat était brutal. Elle avait fui un mariage malheureux pour se retrouver dans une autre prison, celle des convenances, des prétendants hypocrites, d'une société qui ne voyait en elle qu'un ventre stérile et un portefeuille bien rempli. Les nuits où elle s'abandonnait à ces hommes blancs de la haute société, elle fixait le plafond en se demandant si c'était vraiment cela, le plaisir dont parlaient les romans, ces quelques minutes de gêne et d'inconfort qui les laissaient satisfaits et elle parfaitement vides. Lord Prescott avait été le même. Brutal, pressé, indifférent. Tous les autres n'étaient que des variations sur le même thème. Elle commença à refuser les invitations. Sa réputation en souffrit. On la disait bizarre, hautaine, peut-être folle. Qu'importe. Elle préférait ses soirées dans la bibliothèque, avec Adéola qui rangeait les livres pendant qu'elle lisait. Cette présence silencieuse qui était devenue plus réelle que toutes les conversations mondaines qu'elle avait endurées. Le 14 mars 1851, Eleanor Prescott eut 40 ans. Elle n'organisa rien. Pas de bal, pas de souper, pas d'invités. Elle resta dans sa chambre toute la journée, regardant la mer par la fenêtre, faisant le bilan d'une vie qui ressemblait à un naufrage lent. 40 ans, la moitié de son existence probablement écoulée. Et qu'avait-elle fait? Elle avait survécu à un mariage toxique. Elle avait fui. Elle s'était installée dans une île lointaine où elle jouait à être libre sans l'être vraiment. Elle avait laissé des hommes la toucher sans jamais rien ressentir d'autre que du vide. Le soir tomba. Elle descendit dans la bibliothèque, vêtue d'une simple robe de chambre. Adéola était là, comme toujours. Il rangeait des documents sur le bureau. En 5 ans, il avait vieilli. 33 ans maintenant. Des fils gris dans ses cheveux courts, des rides discrètes au coin des yeux. Mais toujours cette présence, cette force tranquille. « Adéola », dit-elle, et sa voix tremblait légèrement. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Il hésita. Les esclaves ne s'asseyaient pas en présence de leur maître. Mais quelque chose dans le ton d'Éléanore le fit obéir. Il prit place dans le fauteuil en face d'elle, mal à l'aise, les mains sur les genoux. Éléanore respira profondément. Ce qu'elle s'apprêtait à dire était fou, inapproprié, scandaleux. Mais elle s'en fichait. Elle en avait assez de jouer la comédie.
Assez de se taire, assez de vivre à moitié. Ce que je vais te dire est difficile, commença-t-elle. Elle sentit ses joues chauffer. J'ai 40 ans aujourd'hui. 40 ans, et je réalise que je n'ai jamais vécu. Pas vraiment. Adéola ne dit rien. Il la regardait avec cette attention totale qu'il lui accordait toujours. J'ai été marié 15 ans. J'ai eu des amants depuis. Et pas une seule fois, elle s'interrompit, cherchant les mots. Pas une seule fois, je n'ai connu ce que les livres appellent le plaisir. Ce point culminant, cette chose que les femmes sont censées ressentir. Les mots étaient sortis. Elle avait dit l'indicible. Son visage était brûlant. Elle n'osait pas lever les yeux. Adéola resta silencieux un long moment, puis elle entendit un petit rire, très doux. Quand elle osa enfin le regarder, il avait baissé la tête, un sourire gêné aux lèvres. « Pourquoi ris-tu » demanda-t-elle, entre vexation et soulagement. « Pardon, madame. » Il releva les yeux. « C'est juste que, tous ces hommes si sûrs d'eux, si fiers de leur virilité. Et aucun n'a su... Bon, non. » Il n'acheva pas, mais le sous-entendu était clair. Éléanore sentit quelque chose se détendre en elle. Il ne la jugeait pas. Il ne la trouvait pas ridicule. Il comprenait. « Maintenant que j'ai 40 ans, continua-t-elle, et sa voix était plus ferme, je voudrais savoir, avant qu'il ne soit trop tard. Je voudrais, si tu veux bien m'aider. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Adéola la regardait avec une expression indéchiffrable. Surprise, peut-être. Confusion, certainement. Et autre chose qu'elle ne savait pas identifier. « Madame, dit-il enfin, et sa voix était douce mais ferme, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour... » Éléanore se leva. Elle traversa la pièce et s'arrêta devant lui. Pas trop près, mais assez pour qu'il sente le poids de sa présence. « Tu es la seule personne, dit-elle simplement. En 5 ans, tu es le seul homme qui m'ait traité comme un être humain, le seul qui ait écouté sans chercher à apprendre, le seul qui ait été vrai. » Elle tendit la main. « S'il te plaît. » Ce n'était pas un ordre. C'était une demande. Une prière, presque. Adéola regarda cette main tendue, puis son visage. Il se leva lentement. Il était plus grand qu'elle, et dans la lumière tamisée de la bibliothèque, Éléanore vit quelque chose changer dans ses yeux. Cette retenue qu'il gardait toujours, ce mur invisible qu'il maintenait entre eux, commençait à se fissurer. Il prit sa main. Ses doigts étaient chauds, fermes. « Êtes-vous certaine » demanda-t-il. « Je n'ai jamais été aussi certaine de ma vie. » Ce qui se passa cette nuit-là, Éléanore ne l'oublia jamais. Ce n'était pas l'affaire de quelques minutes pressées dans le noir. C'était lent, attentif, patient. Adéola la touchait comme si elle était précieuse. Il prenait son temps. Il observait ses réactions, s'ajustait, cherchait ce qui lui faisait plaisir. Pas ce qui lui faisait plaisir à lui. À elle, pour la première fois de sa vie, Éléanore comprit ce que signifiait être désirée. Pas possédée. Pas utilisée. Désirée. Comme une personne entière, avec un corps qui méritait qu'on s'y attarde, des sensations qui comptaient. Quand elle atteignit ce sommet qu'elle n'avait jamais connu, elle pleura, des larmes de soulagement, de joie, de rage contre toutes ces années perdues. Adéola la tint dans ses bras sans rien dire, et ce silence était exactement ce dont elle avait besoin. Les semaines qui suivirent transformèrent Éléanore. Elle souriait, elle riait. Les domestiques remarquèrent ce changement, mais ne comprenaient pas d'où il venait. Elle qui était devenue si recluse, si distante, semblait soudain habitée par une énergie nouvelle. Les nuits avec Adéola se répétèrent. Ce n'était pas juste le plaisir physique, même si celui-ci était bouleversant. C'était tout le reste. Les conversations après, quand il restait allongé dans le noir et qu'il parlait enfin. De sa vie d'avant, de son village, de sa capture, de tout ce qu'il avait perdu. Il partageait ce jardin secret qu'il avait gardé si longtemps, et Éléanore recevait ses confidences comme le cadeau qu'elles étaient. Elle fit déplacer Adéola dans une chambre de la grande maison. Officiellement, c'était pour qu'il soit plus disponible pour ses tâches. En réalité, c'était pour ne plus avoir à traverser la propriété la nuit.
Les autres domestiques comprirent immédiatement. On ne déplace pas un esclave mâle dans les quartiers de la maîtresse sans raison. Les regards changèrent. Les chuchotements commencèrent. Marthe, la cuisinière, claquait les casseroles plus fort que nécessaire. Jean-Baptiste, le jardinier, évitait Adéola comme s'il était contagieux. Éléonore sentait l'hostilité grandir, mais refusait de s'en préoccuper. Pour la première fois de sa vie, elle était heureuse, vraiment heureuse. Elle avait passé 40 ans à vivre pour les autres, à se plier aux règles, à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. C'était fini. Dans les bras d'Adéola, elle découvrait ce que signifiait être vivante. Pas juste exister, pas juste survivre. Vivre, ressentir, vibrer. Chaque nuit était une exploration. Il lui apprenait son propre corps, des sensations dont elle ignorait l'existence, et elle lui donnait quelque chose qu'on ne lui avait jamais accordé, le droit d'être lui-même, sans masque, sans soumission feinte. Il ne parlait jamais de ce que c'était. Il ne mettait pas de mots sur cette relation qui défiant toutes les lois, toutes les normes. C'était trop précaire, trop dangereux, mais dans l'intimité de ces nuits volées, ils étaient juste un homme et une femme qui se découvraient. Un soir, Adéola lui demanda si elle avait peur. Ils étaient allongés dans le grand lit, la fenêtre ouverte sur le bruit des vagues. « De quoi ?» demanda Éléonore. « Des conséquences. De ce qui se passera quand les gens sauront. Ma maman. » Elle réfléchit longuement. « Je devrais avoir peur, mais je ne ressens que du soulagement, comme si je m'étais enfin trouvée. » Il caressa ses cheveux. « Vous êtes différente de ce que je pensais. La première fois que je vous ai vue au marché, j'ai cru que vous étiez comme les autres, froide, indifférente. Et maintenant, maintenant je sais que vous étiez juste prisonnière, comme moi. » Cette phrase résonna en Éléonore. Prisonnière. Oui, c'était exactement ça. Elle avait été esclave de son mariage, esclave des convenances, esclave des attentes de la société. Adéola portait des chaînes visibles. Les siennes étaient invisibles, mais tout aussi réelles. Les rumeurs atteignirent la ville plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Jean-Baptiste avait une sœur qui travaillait chez les Pemberton. Marthe buvait du rhum avec les domestiques des Thornfield. En quelques semaines, toute la haute société de Saint-Pierre savait que Lady Prescott couchait avec son esclave. Les invitations cessèrent. Les regards dans la rue devinrent hostiles. Des femmes qu'elle connaissait depuis 5 ans changeaient de trottoir pour ne pas la croiser. Des hommes qui l'avaient courtisée crachaient sur son passage. Éléonore encaissa les coups sans broncher. Elle savait que ça viendrait. Elle avait fait son choix en toute connaissance de cause. Adéola voulait redevenir invisible, reprendre sa place dans les quartiers des domestiques, mais elle refusa. « Si nous reculons maintenant, dit-elle, nous leur donnons raison. Nous acceptons leur condamnation. »« Vous ne comprenez pas ce qu'ils peuvent faire, » répondit Adéola, et pour la première fois elle vit de la peur dans ses yeux. « Pas à vous, à moi. » Elle comprit. Un esclave qui couchait avec sa maîtresse blanche, c'était une offense capitale. On pouvait le fouetter à mort, le pendre, ou pire encore. Les châtiments pour ce genre de transgression étaient conçus pour terroriser tous les autres esclaves. « Je ne laisserai personne te toucher », promit Éléonore, mais elle ne contrôlait pas tout. Elle allait le découvrir. Le coup vint d'où elle ne l'attendait pas. Jean-Baptiste, le jardinier, était un homme discret qui avait toujours accompli son travail sans faire de vagues. Mais il haïssait Adéola d'une haine sourde et profonde. Voir cet homme partager le lit de la maîtresse pendant que lui dormait dans une cabane humide, c'était une injustice insupportable. Il alla trouver le père Duchamp, le curé de Saint-Pierre, et lui raconta tout. Le prêtre était un homme austère qui voyait le péché partout. L'idée qu'une femme blanche se donne à un esclave noir le révulsait. C'était contre nature, une abomination. Il vint voir Éléonore un dimanche après-midi, accompagné de 2 notables. Sir Pemberton et le magistrat Caldwell. 3 hommes en noir qui envahirent son salon, avec l'assurance des justiciers. Lady Prescott, commença le père Duchamp, des accusations très graves ont été portées contre vous. J'espère qu'elles sont fausses. Éléonore les regardait sans ciller. Quelles accusations? On dit que vous entretenez une relation charnelle avec votre esclave. Un homme nommé Adéola.
Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Eleanor pouvait mentir, nier, jouer la femme outragée. Mais à quoi bon? Il savait. Toute la ville savait. Et si c'était vrai? Demanda-t-elle calmement. Sir Pemberton devint cramoisi. Si c'est vrai, madame, vous déshonorez votre race, votre classe et votre défunt mari. C'est une ignominie, Donne. Mon défunt mari, répliqua Eleanor avec une froideur glaciale, était un porc qui me traitait comme sa propriété. Vous voudriez que je l'honore? Le magistrat Caldwell intervint d'une voix plus mesurée. Lady Prescott, nous comprenons que la solitude peut conduire à des égarements. Mais ceci doit cesser. Immédiatement. Vendez cet esclave. Ou mieux, donnez-le. Éloignez-le de Saint-Pierre. Et si je refuse? Alors nous serons obligés d'intervenir. Pour votre bien, bien sûr. Mon bien? Eleanor se leva. Mon bien serait que vous quittiez ma maison. Maintenant. Le père du champ se dressa, tremblant de rage. Vous vous damnez, madame. Vous vous conduisez comme une créature des bas-fonds. Dieu vous punira. Dieu, dit Eleanor, se soucie probablement plus de vos mensonges que de mon bonheur. Sortez. Ils partirent en claquant la porte. Eleanor savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle avait défié l'Église, la justice, la société. Il ne l'oublierait pas. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Son banquier lui fit savoir que plusieurs de ses placements étaient problématiques. Le notaire qui gérait ses affaires démissionna. Les commerçants refusèrent de la servir. On cassa une fenêtre de sa maison une nuit. On retrouva un chat mort sur son perron. Adéola voulait partir. « Je peux disparaître, disait-il, fuir vers le nord. Vous retrouverez votre vie. »« Ma vie ?» Eleanor le regarda avec incrédulité. « Quelle vie ? Celle où je jouais la veuve respectable pendant que je mourais à l'intérieur. Non, tu restes. » Mais la situation empirait. Les lettres de menaces commencèrent à arriver, anonymes, ordurières. Certaines promettaient de brûler la maison. D'autres décrivaient en détail ce qu'il ferait subir à Adéola s'il le trouvait seul. Eleanor engagea des gardes. Elle fit renforcer les portes. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir éternellement. La pression montait. La ville entière s'était liguée contre elle. La rupture finale arriva un soir de juillet. On frappa violemment à la porte. Quand Eleanor ouvrit, elle trouva le magistrat Caldwell accompagné de 4 hommes armés. « Lady Prescott, dit-il avec une fausse courtoisie, nous avons reçu une plainte formelle. Votre esclave est accusé d'avoir attenté à votre honneur. Nous devons l'arrêter. » « Attenter à mon honneur ?» Eleanor éclata d'un rire sans joie. « C'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai demandé. Comment peut-on attenter à quelque chose qui est donné librement? La loi ne voit pas les choses ainsi. Un esclave qui couche avec sa maîtresse commet un crime. Écartez-vous. » Ils entrèrent de force. Adéola descendait l'escalier. Quand il vit les hommes armés, il ne broncha pas. Il regarda Eleanor avec une tristesse infinie et se laissa enchaîner sans résistance. « Où l'emmenez-vous » demanda Eleanor, la voix blanche. « Au fort, il sera jugé demain. La sentence habituelle pour ce genre de crime est le fouet. 50 coups. S'il survit, il sera vendu aux plantations. 50 coups de fouet. Eleanor avait vu un homme fouetté une fois. Il était mort au 20e coup, le dos en lambeaux. Adéola ne survivrait pas. Elle regarda l'homme qu'elle aimait se faire emmener. Et quelque chose en elle bascula. Pendant 40 ans, elle avait courbé l'échine. Elle avait accepté. Elle s'était pliée. Mais c'était fini. Si le monde voulait la guerre, elle la lui donnerait. Eleanor ne dormit pas cette nuit-là. Elle passa les heures à planifier, à calculer, à mesurer les risques. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était de la folie pure. Mais la folie raisonnée est parfois la seule réponse à un monde devenu fou. À l'aube, elle se rendit chez Maître Levasseur, l'unique notaire de Saint-Pierre qui acceptait encore de lui parler. Un homme vieux et cynique qui ne croyait plus en grand-chose. « Je veux affranchir mon esclave Adéola », dit-elle en posant une bourse pleine de pièces d'or sur son bureau. « Aujourd'hui, maintenant. » Levasseur la regarda par-dessus ses lunettes. « Vous savez qu'il est en prison. Qu'il sera jugé ce matin. »
Raison de plus. Un homme libre ne peut être jugé par un tribunal pour esclave. Le notaire réfléchit. C'était vrai, techniquement. Si l'affranchissement était signé avant le jugement, Adéola devenait un homme libre. On ne pouvait plus le fouetter comme un esclave. Il faudrait le juger comme un homme. Cela ne changera pas grand-chose, prévint Levasseur. Ils trouveront un autre chef d'accusation, atteinte aux bonnes mœurs, outrage public. Ils le condamneront quand même. Peut-être. Mais il sera condamné comme un homme, pas comme une bête. Le notaire soupira. Il rédigea les papiers. Éléanore signa. Adéola était libre. Elle se rendit ensuite au fort où se tenait le tribunal. Une foule s'était massée devant le bâtiment. Tout Saint-Pierre voulait assister au châtiment de l'esclave qui avait osé toucher une femme blanche. Certains avaient apporté des provisions. C'était un spectacle. Éléanore fendit la foule, la tête haute. On l'insultait, on lui crachait dessus. Elle ne réagit pas. Elle monta les marches et entra dans la salle d'audience. Adéola était là, enchaînée. Quand il la vit, quelque chose passa dans ses yeux. De la douleur, de l'amour, de la peur pour elle, pas pour lui. Le juge Thornfield présidait, un homme qu'Éléanore avait éconduit 3 ans plus tôt et qui ne l'avait jamais oublié. Il lut l'acte non-accusation avec une satisfaction visible. Atteinte à l'honneur d'une dame, comportement contre nature. La sentence recommandée était le fouet suivi de la vente. « Votre honneur », dit Éléanore en se levant. Tout le monde se tourna vers elle. « L'accusé n'est plus un esclave. Je l'ai affranchi ce matin. Voici les papiers. » Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Le juge prit les documents, les examina avec incrédulité. « C'est une farce », explosa-t-il. « Vous l'affranchissez pour éviter qu'il soit puni. »« Oh !»« Je l'affranchis parce que c'est mon droit », répondit Éléanore. « Ces papiers sont légaux. Adéola est un homme libre. Ce tribunal n'a plus autorité sur lui. » Le chaos éclata. Les spectateurs hurlaient. Le juge frappait son marteau. Éléanore restait debout, immobile, attendant que le vacarme retombe. Quand le calme revint, le juge la fixa avec une haine pure. Très bien. Qu'il soit libre. Mais il reste accusé d'atteinte aux mœurs. La loi s'applique aussi aux hommes libres. Dans ce cas, dit Éléanore, et sa voix portée dans toute la salle, je souhaite faire une déclaration officielle. Elle se tourna vers Adéola. Il la regardait avec incompréhension. Adéola m'a donné ce qu'aucun homme blanc n'avait su me donner. Du respect. De l'attention. De la tendresse. Et oui, du plaisir. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé entre nous. Un rugissement d'indignation monta de la foule. Éléanore continua, haussant la voix. Et puisque cet homme est maintenant libre, je déclare devant vous tous que je veux l'épouser. Le silence qui suivit était assourdissant. Pendant quelques secondes, personne ne respira. Puis l'enfer se déchaîna. Le juge hurlait que c'était impossible. Le père du chant invoquait la damnation éternelle. Les spectateurs voulaient lyncher Éléanore sur place. Des femmes s'évanouissaient. Des hommes la traitaient de tous les noms. Éléanore ne bougeait pas. Elle regardait Adéola, et lui la regardait. Dans ses yeux, elle vit de la terreur, de l'amour, et une question muette. « Tu es sûr ?» articula-t-il sans un son. Elle hocha la tête, plus sûre que jamais. Ce qui suivit fut un cauchemar bureaucratique. Il n'y avait aucune loi interdisant explicitement le mariage entre une femme blanche et un homme noir libre. Personne n'avait imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Les autorités cherchèrent désespérément un moyen de l'empêcher, mais Éléanore connaissait la loi. Elle avait passé la nuit à la lire. Maître Levasseur, à sa grande surprise, accepta de les marier civilement. « Autant aller jusqu'au bout du scandale, » dit-il avec un sourire las. « J'ai vécu assez longtemps pour voir ça. » Le père du chant refusa catégoriquement de célébrer une union religieuse. Éléanore s'en fichait. Elle n'avait jamais eu foi en un Dieu qui bénissait la cruauté et condamnait l'amour. Le mariage eut lieu dans le bureau du notaire, devant 2 témoins contraints et forcés. Quand Éléanore glissa l'anneau au doigt d'Adéola, elle sentit tout le poids de ce qu'elle venait de faire. Elle avait détruit sa réputation, perdu sa position sociale.
couper tous les ponts avec son passé. Et elle ne regrettait rien. Les semaines qui suivirent furent terribles. La maison fut attaquée 3 fois. On leur jeta des pierres. On brûla leur effigie sur la place publique. Le banquier ferma tous les comptes d'Éléanore. Les commerçants refusèrent de leur vendre quoi que ce soit. Ils durent quitter Saint-Pierre. Ils s'installèrent dans les hauteurs, dans une petite maison isolée qu'Éléanore acheta avec ses dernières économies. Ils vivaient en autarcie, cultivant leur jardin, évitant la ville. Adéola ne dit jamais « merci ». Il savait que ce n'était pas de la pitié, ni de la générosité. C'était quelque chose de plus profond, un choix mutuel. Elle l'avait libéré légalement, mais c'était lui qui l'avait libéré vraiment. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis leur terrasse, Éléanore demanda « Est-ce que ça valait le coup, Vat ?» Adéola ne répondit pas tout de suite. Il la prit dans ses bras. « Toute ma vie, on m'a dit que je n'étais rien. Une propriété, un outil. Puis tu es arrivé, et tu m'as traité comme un homme, puis comme ton égal, puis comme ton mari. Valait-il le coup de perdre ton confort pour gagner ta liberté ?» Éléanore sourit. « Je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. » C'était vrai. Dans cette petite maison perdue sur les hauteurs de la Martinique, loin du monde qui les rejetait, ils avaient trouvé quelque chose que peu de gens connaissent. Une intimité parfaite, une égalité réelle. Un amour qui n'avait pas besoin de se cacher. Les années passèrent, Saint-Pierre les oublia progressivement. D'autres scandales occupèrent les esprits. L'esclavage fut aboli en 1848 dans les colonies françaises, mais la Martinique dépendait de l'Angleterre qui traînait les pieds. Éléanore et Adéola regardaient ces changements de loin, sachant qu'ils avaient été en avance sur leur temps. Des années plus tard, quand une jeune femme vint les voir par curiosité, elle avait entendu l'histoire et voulait savoir si c'était vrai. Éléanore lui raconta tout. La jeune femme demanda si elle regrettait. Éléanore regarda Adéola qui jardinait au soleil. Il avait vieilli, elle aussi, mais ils étaient ensemble, libres, égaux. « Regretter ?» dit-elle. « Non, jamais. » Puis elle se reprit en souriant. « Enfin, je regrette une chose, ne pas l'avoir fait plus tôt. Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est un rappel brutal que la liberté a un prix. Éléanore Prescott a payé le sien en argent, en réputation, en confort, mais ce qu'elle a gagné valait infiniment plus. Le cadeau qu'Adéola lui a offert n'était pas le plaisir physique, même si celui-ci était réel. C'était quelque chose de plus fondamental, la reconnaissance de son humanité complète. Pendant 40 ans, les hommes de sa vie ne l'avaient vu que comme un objet. Un ventre pour les héritiers, un corps pour leur plaisir, une fortune à gérer. Adéola la voyait, vraiment, totalement. Ce qui rend cette histoire puissante, c'est qu'elle inverse tous les rapports de pouvoir. Officiellement, Éléanore possédait Adéola. Dans les faits, c'était elle qui était prisonnière. Des convenances, des attentes, du regard des autres. En l'affranchissant, elle s'affranchissait elle-même. Le scandale de leur union n'était pas moral, c'était politique. Une femme blanche qui épousait un homme noir libre menaçait tout l'ordre social. Si une aristocrate pouvait trouver le bonheur avec un ancien esclave, qu'est-ce que ça disait sur la soi-disant supériorité de la classe dominante? Qu'est-ce que ça révélait sur l'échec des hommes blancs à satisfaire leurs propres femmes? Les autorités ne condamnaient pas l'immoralité. Elles condamnaient la rébellion. Le refus d'Éléanore de jouer le jeu. Sa volonté de choisir son propre bonheur plutôt que de maintenir les apparences. L'histoire de Lady Éléanore Prescott et d'Adéola nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Qu'une vie de mensonges confortables ne vaut pas une année de vérité difficile. Que l'amour véritable se reconnaît à ceci, il nous libère au lieu de nous enchaîner. Et surtout, elle nous rappelle que les cages les plus solides sont souvent invisibles. Éléanore a passé 40 ans dans une prison dorée avant de réaliser qu'elle avait toujours eu la clé. Elle devait juste avoir le courage de s'en servir.